Les députés nationaux examinent ce mercredi la motion de défiance contre le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Il lui reproche la situation sécuritaire, une entrave présumée au fonctionnement des institutions provinciales et locales, ainsi que des excès de pouvoir. L'aéroport international d'Ndjili entame la rénovation de son terminal national. Les travaux comprennent la réfection de la rotonde, l'installation d'un nouvel éclairage et la mise en service d'un groupe électrogène centralisé. Il s'agit de la première étape du programme de réhabilitation de l'infrastructure. Tension au Mali, le pouvoir assure que la situation est maîtrisée malgré une extrême gravité. Le général Assimi Goïta l'a affirmé mardi après 3 jours de silence. Sa déclaration suit les attaques coordonnées de 25 et 26 avril menées par les rebelles contre plusieurs villes. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Bienvenue à toutes et à tous. La motion de défiance visant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, est en débat ce mercredi à l'Assemblée nationale. La séance plénière, convoquée à 14h dans la salle des congrès du Palais du Peuple, doit examiner cette initiative parlementaire. Les députés reprochent au VPAM la situation sécuritaire, l'entrave présumée au fonctionnement des institutions provinciales et locales ainsi que l'excès de pouvoir. L'ordre du jour prévoit également deux questions orales avec débat, l'une sur la relance de la Sotexki adressée au ministre de l'Industrie, l'autre sur la politique générale du ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique. Dans le souci de booster la gratuité de l'enseignement des bases, le gouvernement de la République a lancé mardi les travaux du segment politique de haut niveau consacré au financement durable de l'éducation. Selon la première ministre Judith Souminois, ces assises s'imposent comme un cadre de mobilisation politique et de consolidation des réformes prioritaires. En lançant officiellement les travaux, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a donné le temps pour la nouvelle stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation SIF 2026-2030. Elle a insisté sur la nécessité pour cette stratégie d'être à la hauteur des ambitions du pays tout en restant pragmatique face aux réalités socio-économiques de la RDC. La question qui nous réunit aujourd'hui est donc une question de responsabilité collective. Comment financer durablement un système éducatif inclusif, de qualité, capable de répondre aux ambitions de la République démocratique du Congo? La gratuité de l'enseignement est un acquis que nous devons consolider en veillant à son financement durable et à sa qualité. Au nom du gouvernement, je lance ce segment politique de haut niveau et je vous invite à faire de ces échanges un moment d'engagement concret au service de la jeunesse congolaise et de l'avenir de notre nation. Pour la ministre d'État en charge de l'éducation nationale, Raïssa Malou, l'enjeu majeur de ce segment politique est la cohérence. Dans son mot, elle a plaidé pour une rupture avec la fragmentation. La gratuité a accru les effectifs. Elle a augmenté la pression sur les salles des classes, les enseignants, les ressources pédagogiques et les mécanismes de gestion. Elle nous oblige désormais à poser une question simple mais décisive. Comment passer d'un système en expansion à un système plus performant, plus équitable et plus soutenable? Les analyses issues de la revue de la stratégie convergent vers plusieurs constats. Notre système fait face à un défi structurel de financement. Les ressources restent fragmentées, les interventions ne sont pas toujours suffisamment alignées, les projets pilotes produisent parfois des résultats intéressants, mais leur passage à l'échelle nationale demeure difficile. L'objectif général de ces assises est de bâtir un consensus national autour des priorités éducatives et de formation en vue d'obtenir des engagements réalistes et structurants pour la transformation durable du système éducatif et le renforcement du capital humain en République démocratique du Congo. D'une actualité à une autre, les ressortissants de pays tiers récemment arrivés en République démocratique du Congo en provenance des États-Unis disposent de titres de séjour réguliers, a assuré lundi le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, s'exprimant lors d'un point de presse ici à Kinshasa.
Quand on parle des Afghans, on veut parler de l'État islamique, tout de suite, ça peut avoir vocation à faire peur. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les personnes qui sont arrivées, donc les ressortissants de pays tiers qui sont arrivés, ont des titres de séjour qui sont réguliers. Et d'ailleurs, à travers les organisations internationales qui collaborent avec le gouvernement dans ces processus, il y a déjà des contacts avec leurs pays respectifs. Et peut-être que dans les prochains jours, dès que ces contacts auront abouti, on pourra vous informer que certains, on a pu trouver un compromis pour qu'ils retournent dans leur pays d'origine. Parce que comme nous le disons dès le départ, c'est un séjour temporaire. Bon, sur la question des Afghans, évidemment, j'ai été appelé plusieurs fois par des médias internationaux qui sont intéressés. Je crois que le principe que nous avons adopté en termes de transparence, s'il y a des éléments qui vont dans ce sens, nous serons en mesure de venir les confirmer pour que les uns et les autres puissent être informés. Ici, je tiens à rappeler qu'il faut éviter d'essaimer la peur, dans notre opinion. C'est une opération qui est encadrée dans le temps et les dispositions sont prises pour que toutes les personnes qui arrivent ici, nous avons l'occasion, à travers le service du ministère de l'Intérieur, de faire ce qu'on appelle vetting et pour nous assurer qu'ils ne posent pas des problèmes de sécurité dans cet environnement. Et d'ailleurs, certains nous l'ont reproché, entre guillemets, de voir que certains accordent même des interviews. Si nous étions dans un contexte où nous voulons étouffer leur liberté, je ne suis pas sûr que ces interviews auraient été accordées. Donc il faut nous faire confiance à ces sujets-là. Nous aurons l'occasion de revenir avec des éléments lorsque nous en aurons, évidemment, en fonction de l'évolution de nos discussions. Du commerce extérieur, Julien Paluku, a eu une réunion stratégique avec les sociétés sud-africaines, IDC et Business Holding et FPI sur les opportunités économiques et commerciales à capter en République démocratique du Congo. Les détails dans cet élément. La société sud-africaine Industrial Development Corporation, IDC, spécialisée dans l'accroissement de la capacité industrielle en Afrique, avec un accent particulier mis sur l'industrialisation inclusive en stimulant le développement des chaînes de valeur régionales dans différents secteurs, dont les mines, l'agroalimentaire et l'énergie renouvelable, ainsi que la création d'emplois, mais aussi la société Business Holding, spécialisée dans la production, distribution et commercialisation des produits pharmaceutiques, invitée à devenir s'installer en République démocratique du Congo, qui regorge d'énormes opportunités dans plusieurs domaines, et cela à s'orienter vers les zones économiques spéciales pour ainsi bénéficier des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers. Appel lancé ce mardi 28 avril 2026 à Kinshasa par le gouvernement congolais par l'entremise du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, au cours d'une réunion stratégique avec les CEO de l'IDC, Mamgoshi Lekete et les chairmen du Business Holding, Kingsley Tlubatla, accompagnés de leurs experts et du directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Jean-Claude Batukoke, qui a signé dernièrement un mémorandum d'attente avec ses firmes sud-africaines à Cape Town. Au nom du gouvernement congolais, le ministre du Commerce extérieur a rassuré ses investisseurs de la consolidation de l'amélioration du climat des affaires en RDC, mais également de l'accompagnement de l'État congolais une fois installé, tout en appelant l'IDC de rejoindre le projet autour de l'industrie des batteries et véhicules électriques que la RDC est en train de développer dans la zone économique spéciale de Moussompo, dans la province du Lualaba. Le directeur général du FPI précise. Ils sont venus ici pour rencontrer le ministre du Commerce pour faciliter au niveau du commerce aussi. Parce que c'est important que nous puissions rencontrer les décideurs pour que quand nos hôtes viennent ici, ne puissent pas rencontrer des difficultés. Nous allons travailler de sorte que les choses puissent très bien se passer et que leurs investissements dans les domaines industriels puissent très bien se passer. C'est bien pour la population congolaise, c'est bien pour notre économie. Une commission mixte a été mise en place et qui va travailler avec les ministères sectoriels. En éducation, les inspecteurs et agents affiliés au syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo noyau provincial du Nord Kivu 2 menacent de boycotter les examens d'État et du jury national des cycles courts session 2026, faute de prise en charge de paiement total des indemnités de la session 2025 et des primes pour les fonctions spéciales. Ils ont adressé le lundi un mémorandum à la ministre de l'Éducation nationale. Face à ces menaces
Et pour essayer de sauver la situation, les députés nationaux Mouindo Simissi Obedi alertent l'Assemblée nationale. Dans une motion d'information initiée lors de la séance plénière de mardi, cet élu demande à la ministre de prendre en toute urgence ses responsabilités. Ces propos ont été recueillis par Pachiko Kavundam. Il est évident que nous produisions une sonnette d'alarme, honorable président. Et cette alarme s'adresse à la ministre d'État, Madame la ministre de l'Éducation. Dans notre province, honorable président, l'administration de l'examen de temps exige le déploiement des intervenants dans des zones enclavées et en insécurité permanente, ce qui nécessite des moyens logistiques importants pour le transport, l'hébergement et la subsistance. À défaut, il est matériellement impossible de se déployer gracieusement et de séjourner dans ce milieu sous des conditions inacceptables. Alors que les examinateurs non payés lors de la session passée expriment à juste titre leur réticence à prester pour la session 2026, nous insistons sur le fait que la crédibilité et la sécurité des épreuves reposent sur l'engagement total des intervenants. Et soyez-en sûrs, un personnel démotivé, indécemment payé ou non pris en charge ne saurait garantir l'intégrité, la transparence et la sécurité de l'examen de temps. Une institution qui est comme nationale. Et si, donc, à l'absence de mesures urgentes et concrètes, nous sommes au regret, honorable président, de vous faire part de la décision de ces inspecteurs de boycotter sans procès l'accompagnement de l'exéton, de gymnastique, du TENA SOSP et de l'ENAFEP session 2026. Je le disais dans le titre, l'aéroport international d'Ndjili entame la rénovation de son terminal national. Première étape concrète du vaste programme de modernisation de la principale porte d'entrée aérienne de la République démocratique du Congo. Les travaux déjà visibles pour le passager des vols domestiques comprennent la réfection complète de la rotonde d'accueil, désormais repeinte aux couleurs plus modernes et offrant un espace d'attente plus fonctionnel. L'éclairage a été entièrement revu. De nouveaux luminaires LED ont été installés pour renforcer la visibilité, améliorer la sécurité et réduire la consommation énergétique. Côté technique, une avancée majeure, la mise en service d'un groupe électrogène centralisé. Il alimente désormais l'ensemble du terminal en continu et met fin aux coupures intempestives qui perturbaient l'exploitation et les conforts des usagers. Objectif affiché, hisser Ndjili aux standards internationaux et accompagner la croissance du trafic aérien en République démocratique du Congo. En dehors de nos frontières, le pouvoir malien assure que la situation est maîtrisée malgré une extrême gravité. Le général Assimi Goïta l'a affirmé mardi, rompant 3 jours de silence après une vague d'attaques. Cette prise de parole vise sans doute à contenir les inquiétudes dans la capitale et à afficher l'autorité de l'État, alors que la sécurité se dégrade sur plusieurs fronts. Le stagiaire Dan Mumbere s'épanche pour nous sur cette question, élément rendu par Rufus Lukanga. À Bamako, l'heure est à la fois au deuil et à la vigilance après les attaques coordonnées du week-end dernier qui ont secoué plusieurs régions du Mali. Face à cette situation critique, le général Assimi Goïta est sorti de sa réserve en apparaissant publiquement ce mardi, marquant ainsi une volonté de reprendre l'initiative et de rassurer la population. Les assauts, survenus le 25 avril, ont ciblé des sites stratégiques, notamment dans la capitale et ses environs, mais aussi dans le nord du pays.
Ces opérations d'envergure ont été revendiquées par les groupes de soutien à l'islam et aux musulmans en lien avec les combattants du Front de libération de l'Azawad. Cette coordination entre groupes armés illustre une montée inquiétante de la menace sécuritaire. Le bilan humain est particulièrement lourd. Parmi les victimes figure une personnalité majeure du gouvernement, Sadio Kamara, tué lors d'une attaque visant son domicile. Sa disparition représente un coup dur pour les autorités de transition et soulève de sérieuses interrogations sur la protection des institutions. Lors de cette première sortie publique, le chef de l'État a d'abord reçu l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Igor Gromyko, confirmant l'importance du partenariat entre Bamako et Moscou dans le domaine sécuritaire. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte de renforcement des alliances stratégiques du Mali. Le général Goïta s'est ensuite rendu auprès des blessés pris en charge dans un établissement hospitalier de la capitale où il a exprimé son soutien aux victimes et salué le travail du personnel médical. Il a également présenté ses condoléances à la famille du ministre disparu dans un geste de solidarité nationale. Parallèlement, la communauté internationale suit de près l'évolution de la situation. La France a ainsi actualisé ses consignes de sécurité, recommandant à ses ressortissants présents sur les territoires maliens de quitter les pays dès que possible en raison des risques croissants. Ces événements rappellent la fragilité persistante de la situation sécuritaire au Mali. Si la réapparition d'Assimi Goïta vise à montrer une forme de contrôle et de résilience, les défis restent considérables dans un contexte marqué par la multiplication des attaques et les tensions régionales. En sport, et pour terminer, c'est un match qui a tenu toutes ses promesses. Le Paris Saint-Germain rappelle des principaux titres de ces journaux, mesdames et messieurs. Les députés nationaux examinent ce mercredi la motion de défiance contre le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Il lui reproche la situation sécuritaire, une entrave présumée au fonctionnement des institutions provinciales et locales, ainsi que des excès de pouvoir. L'aéroport international d'Ndjili entame la rénovation de son terminal national. Les travaux comprennent la réfection de la rotonde, l'installation d'un nouvel éclairage et la mise en service d'un groupe électrogène centralisé. Il s'agit de la première étape du programme de réhabilitation de l'infrastructure. Tension au Mali, le pouvoir assure que la situation est maîtrisée malgré une extrême gravité. Le général Assimi Goïta l'a affirmé mardi après 3 jours de silence. Sa déclaration suit les attaques coordonnées de 25 et 26 avril menées par les rebelles contre plusieurs villes. Place à la chronique revue de presse, mesdames et messieurs, ne nous quittez pas. Nathan Diamouete, mon binôme de tous les mercredis que j'accueille. Bonjour et bienvenue. Bonjour héritier, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Un seul sujet pour votre revue de presse, motion de défiance contre Jacquemain Chabani. Le texte, enfin, se trouve à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Effectivement, héritier, Ntomboa, l'affaire se trouve actuellement sur la table des élus nationaux. On ouvre cette revue de presse avec le journal Congo Nouveau qui titre juste en grand caractère, comme vous êtes en train de le voir juste affiché. Voilà, c'est réaffiché. Merci beaucoup, héritier Ntomboa. Visé par une motion de défiance, Jacquemain Chabani à l'épreuve du feu. Héritier Ntomboa, jour de vérité pour le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, sauf nouvelle manœuvre dilatoire, fait savoir ce quotidien. L'Assemblée nationale examine ce mercredi 29 avril la motion de défiance déposée contre Jacquemain Chabani par les députés Ladi Yangotikala de l'Union Sacrée qui reproche au patron de la sécurité une gestion inefficace face à la montée de l'insécurité à Kinshasa et dans plusieurs grandes villes du pays. L'enjeu dépasse en tout cas le seuil. Bilan sécuritaire enchéri ces tabloïds. La motion venue de rang de l'Union Sacrée teste la cohésion de la majorité et la marge du contrôle du Parlement sur l'exécutif. 3 scénarios se dessinent, en tout cas, héritier Ntomboa. D'abord, rejet de la motion si la majorité fait bloc, démission ou remaniement pour apaiser la grogne, ou encore utilisation du débat comme levier pour réorienter la politique sécuritaire. De son côté, le journal Africa News écrit
sur sa une fatidique mercredi. Des élus de l'Union sacrée de la nation vont essayer de se payer la tête du numéro 2 du gouvernement, Jacquemain Chabani, sous les crocs des députés. Il révèle dans ses pages intérieures que le VEPAM semble arriver isolé, exposé au regard de toutes les sensibilités au sein de l'Union sacrée de la nation, comme à l'UDPS. C'est flou, aucun mot d'ordre clair de la hiérarchie. Officiellement, on semble respecter la séparation de pouvoir. Chabani mise d'ailleurs son avenir sur l'échelon exécutif national. À défaut, il pourrait se tourner vers une éventuelle motion incidentielle préparée dans les arènes politiques par ses défenseurs qui plaident d'ailleurs la cohésion. Comme si cela ne suffisait pas, Héritier Ntombwa, le patron de la territoriale, se retrouve à nouveau dans des sales draps, rapporte le journal Chronique Écho en titrant RDC, le ministre Jacquemain Chabani visé par une nouvelle motion des défiances à l'Assemblée nationale. C'est donc une fronde parlementaire qui prend forme contre lui, accusé d'ingérence dans la gestion des provinces et d'excès d'ailleurs de pouvoir. Jacquemain Chabani fait désormais face à une motion des défiances portée par 56 députés nationaux. D'après ce journal, ces nouvel épisode illustre les fractures persistantes au sein de la majorité et relance en même temps les débats sur l'équilibre de pouvoir entre le gouvernement central et les institutions provinciales en République démocratique du Congo. Héritier, faudra quand même se rassurer que l'union sacrée de Félix Tshisekedi ne laissera donc pas tomber l'un de ses piliers. C'est ce qu'évoque cette fois pour clore ce tour d'horizon le journal Le Nouvel Observateur, estimant que par ces temps qui courent où les acteurs politiques congolais tiennent de plus à leurs intérêts personnels qu'à ceux de la communauté nationale, qu'un député de surcroît membre de la majorité prenne le courage de dire non à l'insécurité et qui a pris une allure inquiétante dans la capitale et d'autres grandes agglomérations du pays ne peut mériter que de fleurs et ce n'est d'autre que l'élu de Kisangani, l'a dit Yango Tikala. Merci beaucoup Nathan pour cette revue des presse. Il faut aussi quand même dire merci à Dylan Lukinga qui a réalisé, malgré le petit retard à l'entame de votre revue de presse, pourquoi pas à Eric qui était derrière toutes les caméras et Dédé Sansois au son. Merci beaucoup Héritier Ntombwa. C'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis à travers le monde. Ne nous quittez pas, vous restez avec nous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Messieurs Ngoma, Ndele, Anissé et sa famille ont la profonde douleur d'annoncer le décès inopiné de sa chère épouse, mère, grand-mère, tante, grande sœur, petite sœur, cousine et nièce, Lutama Balombe Jacqueline, survenue le jeudi 23 avril 2026 à la suite d'une maladie. Le programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi 1er mai 2026, veillée mortuaire à l'espace Ave Maria à partir des 18h. Samedi 2 mai 2026, levée du corps à la morgue, suivi de l'exposition cinquantenaire, puis de l'inhumation au cimetière de la Gombe. Ensuite, bain des consolations dans la salle Ave Maria. Que son âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Qu'une s'éteint.